dans Mosaïque Salsa, le podcast qui t'emmène au cœur de la salsa portoricaine en explorant sa danse, sa musique, son histoire et sa culture. Moi c'est Manon et sur cet épisode, je t'emmène à la rencontre de Joao qui partage avec authenticité son expérience dans l'organisation des festivals et la découverte de nouveaux talents, mais aussi ses connaissances sur ce qui rapproche ou différencie les salsas dites portoricaines et cubaines. J'étais ravie de partager cette discussion avec lui. Bonjour Joao. Bonjour. Avant qu'on entre un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors, le prénom bien prononcé, c'est João. João. Voilà, ça c'est en portugais. Ok. Voilà. Après, João, il n'y a pas de problème. Ou Joe, ça dépend. Donc, plusieurs appellations. J'ai grandi à Bordeaux, vie tranquille. J'ai pas été en prison. C'est bien de le préciser. Toujours intéressant à savoir. Bordelaise tranquille. J'ai découvert la salsa à Bordeaux en 1995. Première soirée, premier disque aussi. Je suis pas forcément plongé dedans de suite. Tout arrivé à partir de 1999, là où c'est vraiment resté là. Et puis là, ça s'est installé et là, c'est vraiment resté. C'est aussi à peu près la période où j'ai commencé à beaucoup voyager dans ma vie en dehors de la danse. Et du coup, ça m'a permis de découvrir plein de choses. Voilà. Donc, voyager entre autres en Amérique latine, mais pas que, en Europe aussi. Et premier festival festival de danse, anciennement appelé Congrès. Voilà. Premier en 2002. En 2002 à Barcelone. Voilà. Et là, une grosse claque. Une grosse claque, et puis après, pas mal de choses un peu partout ailleurs dans le monde. Donc voilà, ça c'est par rapport au monde de la salsa. Après le reste, ça ne nous regarde pas. Ok, il y a quelque chose que t'as pas dit, c'est que t'es l'organisateur du Corazón Latino. Oui, aussi, ouais. Et justement, moi, Depuis 2012, ouais. 2012. Ici, on est très fiers d'avoir le Corazón. On en a profité sur toutes les éditions là qui sont passées. C'était un peu le but aussi au départ, parce que j'ai connu une époque où vraiment des festivals, il y en avait très peu. Festival, congrès, tout ça, on appelle ça comme on veut, peu importe. J'ai connu une époque où il y en avait 1 ou 2 par pays. Et encore dans les pays où il y en avait. En France, il y en avait 1 à Paris. Hein. Puis après, Paris a arrêté, il y a eu Marseille qui a enclenché. Mais ça, encore jusqu'en 2005, 2006, 2007, dans ces eaux-là, il y en avait 1 ou 2. Une gare plus. Il y avait un truc à Besançon à un moment donné. Moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai toujours entendu parler. Je crois que ça s'appelait la Copa Loca, un truc comme ça. Et eux, après, ils ont commencé à faire une année sur 2. Mais c'était vraiment, ça restait vraiment très peu d'événements. Et puis à partir d'un moment donné, ça a explosé. Il y en a eu partout. Et je me suis dit aussi que ça serait bien que les gens qui voyagent pas, qui n'ont pas l'occasion d'aller ailleurs, puissent profiter ici à Bordeaux d'un événement de ce type-là. Voilà. Et puis en essayant de faire du mieux possible. Et j'ai toujours pensé que c'était pas un événement conçu pour les gens qui viennent d'ailleurs. Alors les autres sont bienvenus. Je me rappelle au début, j'ai pas mal d'amis qui disaient il faut que tu viennes à Paris, il faut que tu fasses de la promo pour faire venir les Parisiens et tout. Écoute, les Parisiens, ils sont les bienvenus, il y a pas de problème, mais c'est pas un événement pour eux. Enfin, pas conçu pour eux. Pas plus qu'il est conçu pour des Norvégiens ou des Suisses ou des Américains. Tu voulais animer la scène locale, en fait. C'est le but du jeu, c'était les locaux. Et on a, et c'est le cas à Bordeaux, mais c'est le cas dans plein d'autres villes. Il y a largement assez de gens qui dansent pour remplir un événement de ce type-là. Force est de constater que, effectivement, ils sont pas toujours là, voilà. Surtout au début. Et que, heureusement, qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent remplir aussi les événements. Donc, merci Toulouse, merci Nantes, merci Marseille pour les premières années pour nous avoir bien épaulés, peut-être plus que certains Bordelais. Mais bon, voilà. Et il y a pas de tacle. Donc, c'est vraiment un événement qui est conçu pour les locaux à la base, avec justement, pour ça qu'on fait du spectacle aussi, et pas juste des shows. Du coup, ça me permet d'enchaîner. On a commencé à en parler tout à l'heure. Une des caractéristiques du Corazón, c'est qu'on a pu y découvrir en fait des artistes qu'on n'avait pas encore vus ailleurs et qui, par la suite, et je pense à Jacopo et Linda, ont explosé. Et donc ma question c'était comment on fait pour avoir le nez fin ou pour repérer ces artistes-là? Comment toi t'as fait? Est-ce que tu sais? Est-ce que t'arrives comme dans la vie, il n'y a jamais trop de secrets, c'est rarement par hasard, voilà. Déjà je suis pas né en 2005, donc voilà, il n'y aura pas mon âge, mais bon, j'ai eu la chance d'arriver dans ce milieu où les choses commençaient. Alors ça existait déjà, j'ai pas inventé le milieu non plus, loin de là, même ni à Bordeaux, il y avait déjà des gens avant moi, mais de cette époque-là, il en reste plus beaucoup. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens très tôt, quand le milieu était en pleine émulsion et commençait vraiment à prendre corps. Et du coup, ça permet d'avoir des contacts, un réseau. J'ai beaucoup voyagé. C'est sûr que si j'étais pas allé ailleurs, j'aurais pas rencontré les gens d'ailleurs.
voilà aussi. Et puis après, c'est aller dans des festivals. Je suis toujours présent au show, voilà. Même si l'événement est de moyenne importance et tout ça, même si je sais que les organisateurs de cet événement-là accordent pas forcément une importance particulière au show, je suis là pour voir. À quel moment ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois un show? Donc si c'est à ce moment-là que tu as le déclic ou l'idée, et tu te dis je pense que je vais parier sur eux parce que je sens qu'ils sont prometteurs. Enfin, est-ce que ça se passe comme ça ou pas du tout? Moi, ça m'intéresse de savoir. C'est quoi ton secret? On commence à rentrer dans les secrets de fabrication. Alors, est-ce qu'on peut avoir un bout de la recette? Je suis pas tout seul, hein, voilà. Je suis pas seul décideur, même si souvent, voilà, je fais le mot final. Alors, j'ai un truc, moi, quand je vais voir le spectacle, mais pareil, j'ai rien inventé, hein. Il y a plein d'autres gens dans d'autres milieux qui font ça. Je regarde au moins autant le public que le show. Parce que, t'as beau adorer quelque chose, et c'est souvent un problème dans ce milieu d'ailleurs, c'est pas forcément je pensais arriver là-dessus, mais bon, on est dans un milieu où plein de gens sont passionnés. C'est très bien d'être passionné, mais faut pas oublier que quand tu es organisateur, c'est pas pour toi, c'est pour le public, c'est pour les gens que tu organises quelque chose. Si c'est pour toi, fais un truc chez toi dans ton salon. Et beaucoup d'organisateurs ont beaucoup trop tendance à privilégier leur goût personnel. Alors il y a deux catégories, il y a ceux qui privilégient leur goût personnel, souvent c'est des flops commerciaux. Voilà. Sauf à moins que leur goût personnel soit en phase avec le public, et voilà, ça peut arriver. Mais sinon, ça va être un flop parce que du coup, tu peux pas non plus attirer les mouches avec du vinaigre. Hein. Le public, elles sont pas des mouches. Hein. C'est l'expression. On comprend l'image. Voilà. Et t'as une autre catégorie d'organisateurs qui sont ceux qui ne prennent que des gens connus et qui marchent. Et alors, souvent, ça se repère à la longueur de la liste du line-up. Voilà. Tous les gens qui sont connus, machin, les prennent, et plus l'événement va être gros, plus il va y avoir tendance à faire ce genre de choses. Et du coup, se sentent pas forcément sur la qualité, et encore moins sur les futurs éventuels vedettes et les gens qui vont amener quelque chose de différent. Et je trouve ça particulièrement dommage, parce que c'est de la facilité. Alors, bien sûr, ça a un coût. Parce que forcément, s'ils sont connus, mais ils sont plus chers. Mais c'est vraiment dommage parce que du coup, ça lasse le public. Et combien de fois, moi, j'ai entendu des gens dire, ouais, mais c'est bon, je vais pas au show parce que du coup, tous les shows qu'il va y avoir ce soir, je les ai déjà tous vus 4 fois. Pour les gens qui en font vraiment pas mal. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient un petit monde où c'est tout le temps les mêmes. C'est la même pour les DJ, hein. Voilà. Et tu vas d'un événement à un autre et tu vois tout le temps les mêmes personnes, les mêmes DJ, les mêmes artistes, les mêmes cours. Le même cours que t'as déjà fait exactement presque ou pas près que t'as fait il y a 6 mois dans un autre événement, et c'est dommage parce que du coup ça mène pas de nouveauté, ça mène pas de curiosité et ça lasse les gens. Plus largement, le fait de donner ta confiance ou de parier en fait sur des artistes qui sont pas encore connus, soit parce que ils ont pas de visibilité en France ou en tout cas parce qu'ils sont au début en fait de leur carrière, c'est aussi une manière en fait de garder les gens accrochés et d'attiser la curiosité Bien sûr, et puis après, on peut se tromper. On peut parier sur quelqu'un et c'était pas le bon pari. Ça t'est déjà arrivé? J'ai pas en tête. T'as pas en tête? Sûrement. Mais là, comme ça, j'ai pas. Je sais, c'est naturel chez l'être humain. On a tendance à oublier le mauvais, garder le bon. C'est plutôt sain. Voilà. Donc on va rester là-dessus. Mais oui, très certainement, j'ai fait des erreurs. Il y a des fois, c'est évident. Tu le vois la première fois, tu dis voilà, je le veux. Puis après, des fois, tu le veux, mais ça peut pas se faire. Pour plein de raisons. Parce que tu peux avoir bon, là, on rentre vraiment dans le truc de ma vision en tant qu'organisateur. Je dis bien, c'est vraiment personnel. Il y a l'artiste, ce qu'il produit artistiquement, et il y a la personne. Si la personne, ça colle pas, si l'événement, on l'a appelé Corazon Latino, c'est pas complètement par hasard non plus. C'est que on tient à avoir quand même une dimension humaine, d'échange. Il y a pas que ça, voilà, mais c'est important qu'il y ait un relationnel aussi. T'es le meilleur danseur du monde, t'es un gros con, tu m'intéresses pas. Voilà. C'est super, on peut boire un verre ensemble, mais ça s'arrête là. Voilà. Puis c'est beaucoup de travail, donc finalement c'est bien d'avoir aussi un retour, en tout cas quelque chose d'agréable dans le partage et dans cette relation de travail. Ça me paraît une évidence. Juste un petit point, à ne pas déduire que si je t'ai pas fait travailler, je te considère que t'es un gros con. Hein, attention. On peut pas faire travailler tout le monde. Pour les gens qui ont envie de créer un événement, que ce soit un festival ou plus petit ou voilà, qu'est-ce qui donne l'élan ou qu'est-ce qui permet de passer de l'idée à la concrétisation? Je pense que de toute façon, chaque cas est différent. Il n'y a pas de recette en la matière. Déjà, tout le monde a le droit de faire. Donc ne pas se mettre de barrière.
Il y a pas, voilà, vous mettez pas de barrière, tout le monde a le droit de faire. Après, il y a un minimum de respect de ce qui existe déjà. Tu viens pas te placer en même temps ou à une semaine d'un événement existant dans la même région. Voilà, il y a un minimum de savoir-vivre, voilà, de savoir-vivre ensemble. Il faut une équipe. Tu peux bien personne, tu peux pas aller à la bataille tout seul, quoi. Et ça prend du temps. Les gens qui arrivent, et ça on a connu, parce qu'en 22 ans de festival, forcément j'ai connu des cas qui ont été des catastrophes. Qui ont fait beaucoup de mal aussi à ce milieu. Voilà, il y a des événements qui font beaucoup de bien, mais il y a des choses aussi des événements qui font du mal parce que c'est mal fait, parce que c'est mal organisé, parce que ça n'a pas lieu dernière minute. Enfin, il y a pas mal de choses pas mal d'exemples dans ce type-là. Et c'est souvent des gens qui arrivent et qui de suite veulent être en première division. Il y a des étapes. Prendre son temps, faire des choses. Être patient, c'est pas, c'est faire les choses à la mesure de ce que tu es capable de faire. Ok. Voilà. Tu peux pas arriver sur un événement qui va générer des dizaines de milliers d'euros de coûts si t'as pas les reins solides pour le faire. Voilà. Il y a une époque où, bon alors maintenant c'est moins le cas, mais parce que du coup on est tous un peu vigilants par rapport à ça. Les artistes arrivaient à la fin du week-end, ils s'étaient pas payés parce que du coup l'organisateur avait les yeux plus gros que le ventre et pensait que ça allait marcher comme ça et que c'est pas le cas. Voilà. Donc nous on a commencé avec des petites soirées. Donc on a commencé à organiser des soirées en 2006. Enfin, j'en avais fait plein d'autres avant, mais à la structure, c'est-à-dire Republica Latina, qui est la structure qui est derrière le festival. On a fait nos premières vraies soirées à partir de 2006 jusqu'en 2011, avant de commencer à faire le festival. Donc ça a créé aussi une team, hein, il y a une équipe derrière, il y a aussi une expérience par rapport à tout ça. Puis il y a et les soirées, c'est aussi. Une communauté, localement, et pas que. Et aussi un relationnel avec des artistes, parce qu'on faisait des soirées qui étaient un petit peu plus que la simple soirée. Où on faisait venir des artistes, donc on a fait venir des Alafia par exemple à Bordeaux bien avant qu'il y ait des festivals dans le coin. Juste pour la soirée, quelques stages. Des Nuno et Vanda, des Thierry et Cécile, Mike et Maureen, enfin pas mal de gens qui sont venus. Pour le week-end, où il y avait juste un ou deux artistes, un DJ ou deux qu'on venait venir à l'extérieur aussi. Pour un événement aussi qui nous a permis aussi de créer aussi une expérience par rapport à ça, quoi. Donc si on résume, même si il y a beaucoup d'autres choses, mais en fait c'est donc ne pas se mettre de limites. Tout le monde peut organiser, bien s'entourer, faire les choses dans l'ordre. Surtout dans l'ordre. Dans l'ordre et soigner ses relations avec le milieu en fait. C'est capital. Déjà si tu commences à être en guerre avec la moitié de tes collègues localement, ça va être compliqué de te faire entourer, voilà, et te faire en plus quand même dans un milieu où en façade très bisounours, où en réalité les gens qui t'épaulent pour de vrai sont pas tellement légion. Donc au début, franchement c'est difficile. Oui, de créer une équipe, c'est le nerf de la guerre. Mais pas que ça. Après il faut avoir les reins solides. Pour les premières éditions, on a vraiment perdu de l'argent, hein, contrairement à ce que certaines personnes peuvent s'imaginer. Voilà, on a vraiment perdu pas mal d'argent. Et on a cru en nous, on a cru au bout du projet et ça a fini par payer, mais ça aurait pu... Persévérer aussi. Persévérer et y avoir l'estomac accroché parce que j'oublierai, c'est un truc dont je parle rarement. Mais de la première édition, on a eu un très beau plateau pour une première édition. On a eu un très beau concert la veille, samedi soir les shows. Je suis pas grand fan du micro, d'être en public, d'être mis en avant. On dit si, mais c'est toi, il faut que tu sois devant. Ok. Et quand tu montes sur cette scène, que t'as ces 650 places à peu près. Quand t'es sur la scène, tu les vois vraiment, les places. Et quand les lumières sont pas encore éteintes, et que tu vois la moitié des sièges vides, tu sais ce que t'as mis derrière, tu sais ce que t'as mis en place, tu sais ce qui existe ailleurs, tu prends quand même une claque. Et là, je vais bien, tout va bien. Voilà. Show must go on. Et voilà, et continuer à croire en soi. Donc la persévérance, très important. Ça donne matière à réfléchir, à penser à tout ça. Une autre caractéristique du Corazon, il y a toujours eu, enfin en tout cas à ma connaissance, une salle porto, une salle cubaine, entre autres, avec aussi la bachata, la kizomba. Et toi, dans beaucoup d'événements que tu organises, encore la semaine dernière, et puis la Grande Poste, c'est pareil, tu mélanges ces deux mondes. Pourquoi Parce que là, pourquoi pas? Il y a toujours deux écoles ou. Alors, c'est quoi l'idée derrière ça en fait? C'est deux sujets différents parce que c'est deux offres différentes en fait. Là, entre les événements et. Sur le festival, on va avoir une salle spécifique dédiée, voilà.
assez centré sur un style. Et quand on parle plutôt de mes soirées locales, où j'ai tendance effectivement à avoir des mélanges de styles, en tout cas en ce qui concerne la salsa. Donc c'est deux approches différentes. Sur mes soirées, parce qu'on va commencer là-dessus, moi j'ai connu une époque où on se posait pas la question. Porto, cubaine, machin, j'utilise ces termes-là pour que tout le monde m'entende, me comprenne, mais c'est pas des termes que j'utilise pas, normalement pas dans ma vie. On va y revenir juste après. Éventuellement, si tu veux. J'ai connu une époque où les gens se posaient pas la question. Il y avait de la musique, tu dansais, tu prenais un verre. Le niveau de danse aussi n'était pas le même. Voilà. C'était beaucoup plus accessible. C'était certainement moins prise de tête aussi. Peut-être plus jovial, même si après ça c'est toujours difficile. On dit toujours avant c'était mieux. En fait, en vrai, c'est difficile de réellement comparer objectivement. C'est une vision très occidentale, très européenne. De séparer. Voilà. Après, je reviendrai sur le festival, le pourquoi sur le festival. Oui. En Amérique latine, à Cuba, ou ailleurs, en Colombie, au Venezuela, aux États-Unis, à New York, entre autres, on se pose pas vraiment ces questions-là. Les gens, ils ont une manière de danser qui correspond à ce qui les entoure en général. D'ailleurs, à Cuba, en fonction de la partie de Cuba, les gens dansent pas forcément de la même manière. À Santiago, ils ont plus une culture sol, voilà, et danser sur le contretemps, le vrai 2, qu'on appelait anciennement Palladium à New York, donc vraiment sur 2, 3, 4, 6, 7, 8. Et à La Havane, ils ont plus une tendance à danser en casino, ce qu'on appelle salsa cubaine chez nous en général, et du coup sur le ton fort sur 1, 2, 3, 5, 6, 7, même si après il y en a qui dansent sur le 3 aussi. Mais ils se posent pas ces questions-là, ils dansent, ils sont pas forcément même la notion du timing, ils dansent comme on leur a appris à danser, papa, maman, tonton. C'est beaucoup plus intuitif en fait. C'est clairement intuitif. Les New-Yorkais, eux, ils ont plus un peu plus le côté danse sans que ça ait rien de péjoratif, danse de salon, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris des cours, ça s'est académisé. Qui sont académisés. Mais ce qui est le plus courant à New York, effectivement, c'est le break all two. Et même si dans la communauté des New-Yorkais, chez les Latinos, ça dépend. Et tu vas en soirée. C'est vrai que à New York, la musique est quand même assez, dans les soirées salsa, c'est assez centrée, mais il peut très bien avoir à un moment donné un morceau d'Alexandre Abreu ou de Isaac Delgado, par exemple, qui sont cubains, donc qui seraient plutôt classés chez nous dans la case cubaine. Les gens ne se posent pas la question. Ils dansent en break on two, puisque c'est la seule manière qu'ils ont l'habitude de danser. Et la question se pose pas. Inversement, tu vas à La Havane, dans une soirée Marc Anthony, parce que les Cubains adorent Marc Anthony, ils aiment leur musique contemporaine. Ils ont de moins en moins d'ailleurs, parce qu'actuellement c'est vraiment le reggaeton qui prend de la place quand même un petit peu partout en Amérique latine. Ils adorent aussi des artistes comme Marc Anthony. Ils vont danser comme ils savent danser, comme tout le reste. Et c'est ici on a tendance à vouloir absolument sectoriser et dire telle musique il faut que tu la danses de telle manière, telle musique il faut que tu la danses de telle manière. Oui, ok, pourquoi pas. Mais il faut pas que ça devienne religieux. C'est-à-dire que si tu as la capacité de danser dans plusieurs styles et que tu es capable de t'adapter à ton danseur, à ta danseuse, très bien. Comme dans les festivals on one ou on two. Oui, mais si tu gères les deux, bon, en fonction, adapte-toi et fais l'un ou l'autre. Mais je trouve on se prend vraiment beaucoup trop la tête là-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir si la musique elle est dansante ou pas. Et c'est pas une question de drapeau. Moi, après, c'est un sujet très très vaste, mais juste pour faire très simple, ce qu'on appelle en gros la porto en général, c'est de la musique cubaine des années 50 pour faire simple. Voilà, c'est un peu plus large que ça. Mais en gros, c'est du son montuno, de la guaracha, voilà, qui est la musique cubaine d'avant la révolution castriste. Pour faire simple, encore une fois. Voilà. Parce que forcément, il y a plein de choses à développer là-dessus, et il y a peut-être des gens qui vont entendre ça et dire « Ah non, tu peux pas dire ça !» T'as commencé à dire, donc la porto, c'est la musique cubaine des années 50. Enfin... Pour faire simple, en simplifiant. Pour faire simple, parce que le tiroir est tellement vaste. En fait, c'est qu'en France, la vision, parce que du coup, en dedans. En France, les gens arrivent à peu près à définir ce qu'est la timba. Oui. Qu'ils appellent salsa cubaine. Et Cuba, c'est beaucoup plus que ça. Ils ont à peu près, je dis bien, parce que c'est pas toujours le cas, parce que dès que ça rentre un petit peu mélodique et machin, truc bidule, du coup, ça peut éventuellement sortir de la dite case. Voilà. Pour les non-initiés. Et après, tout le reste rentre dans la case porto. C'est-à-dire, ça peut être du son cubain, pur son cubain des années 50. Voilà. Moi, ça peut m'arriver en soirée, de passer un son, et d'avoir des gens qui viennent me voir et dire, ouais, tu pourras me mettre de la cubaine après. Ouais, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais bon, voilà. Bah, tu te formalises pas, et puis ouais. Non, si je passerais mon temps à mettre des coups de coude. Oui, mais bien sûr. Non, mais... Mais on met aussi dans la même case la musique vénézuélienne ou colombienne. On met aussi la musique new-yorkaise des années 70, et je précise bien des années 70, qui est pas forcément la musique new-yorkaise d'aujourd'hui, voilà, qui aujourd'hui est plus centrée vers les danseurs
qu'il était beaucoup moins dans les années 70, parce qu'on dansait pas de la même manière non plus dans les années 70. Et puis après, il y a eu des artistes qui sont devenus vraiment des superstars dans les années 70, comme des Eddie Palmieri ou des Ray Barretto, qui à un moment donné se sont un peu éloignés du monde de la danse, de la musique dansante, pour aller plus vers du jazz. Donc, en fonction du public et de la période, bah, tu conçois pas forcément ta musique en fonction de l'objectif que tu peux avoir. Et donc, t'as cette case Tima, voilà, qui est à peu près définie, et tout le reste est jeté dans la même case. Et je trouve que c'est difficile de mettre dans la même case un son des années 50 avec un morceau de Willie Colon, certains morceaux de Willie Colon des années 70 qui sont limite pas dansables, quoi. Pas dansables dans la manière qu'on a de danser aujourd'hui. Pourquoi, dans ces cas-là, donc en fait, il y a eu des simplifications, pourquoi on a choisi ou pourquoi on appelle ça cubaine, nous, ici en France, et portoricaine finalement? Alors déjà, pourquoi on est obligé de mettre des mots sur tout? Voilà. En musique, je trouve qu'en musique, d'une manière générale, c'est très difficile de mettre des tiroirs. Je fais partie d'une génération qui a connu des disquaires, voilà, des magasins de disques, ou des magasins comme la Fnac ou Virgin avaient des rayons entiers de disques, et chaque rayon avait des cases avec rock, blues, funk, machin, bidule. Mais un musicien, quand il compose de la musique, il se dit pas, j'ai un cadre précis qui fait que je ne peux pas déborder de ce cadre-là. Alors après, tu commences à avoir du blues rock. Le musicien, il se prend pas la tête de savoir s'il va définir sa musique. Il doit absolument avoir une étiquette dessus. S'il a envie dans le même album de faire 3 morceaux de rock et 4 morceaux de blues, c'est son choix. J'ai jamais entendu des musiciens me parler de cubaine ou de Porto. Jamais. Et j'ai jamais entendu des musiciens médire sur l'un ou l'autre. Donc déjà, on a un premier problème qui est l'utilisation de drapeaux pour définir. Et je trouve que c'est compliqué de définir cette musique-là avec des drapeaux. C'est une question de couleur du musical et surtout une question d'époque, en fait. Ce qu'on appelle aujourd'hui cubaine en France, c'est surtout, essentiellement, même si après il y a des gens qui savent, voilà, mais c'est essentiellement la timba des années 90-2000. Faut savoir qu'à ce moment-là, à la fin des années 90, quand ça marchait très fort pour Cuba, c'est le moment où il y a eu un revival du son cubain via le Buena Vista Social Club, pas que, mais qui a beaucoup aidé à ça. Et du coup, des musiciens cubains âgés et un style musical qui était plus ou moins oublié et dénigré à Cuba s'est retrouvé à faire des méga salles en Europe, aux États-Unis. Et du coup, ces vieux-là dénigrés sont retrouvés à faire plus de public que les jeunes groupes cubains qui marchaient très fort à Cuba. Certains ont pris un peu ombrage à l'époque, à la fin des années 90. Et donc des gens pour qui j'ai extrêmement de respect, qui sont plus là aujourd'hui, qui sont décédés, comme Juan Formel ou José Luis Cortés, qui était le fondateur de Henry La Banda. Ces gens-là ont créé un truc qui s'appelait Team Cuba, ou Cuba Team, je sais plus l'ordre, voilà, qui était un espèce de all-star. D'accord. De tous les groupes cubains du moment, jeunes, qui marchaient, et pour dire ben là nous on n'accepte pas quand on va à l'extérieur d'être moins bien payé, de faire moins de gens dans la salle que les vieux là que nous plus personne veut écouter chez nous, quoi. Ça a été un flop monumental au point que même David Casado, je crois à l'époque le fondateur de la Charanga Habanera, est reparti à Cuba en laissant ses musiciens à Paris. Et je dis ça avec aucune forme d'enthousiasme, c'est vraiment une question de plus de couleur musicale et d'époque. Et aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à faire, grosso modo, ce qui était la couleur musicale cubaine des années 50, 60. Et un groupe phare, c'est la Sonora Matancera, qui après ont quitté Cuba et sont partis aux États-Unis. Mais la Sonora Matancera, c'est pour moi le groupe vraiment phare là-dedans, dont a fait partie Celia Cruz, qui a été une des chanteuses emblématiques, pas la seule. Et puis il y a des périodes où c'est plutôt des chanteurs aussi, voilà. Ça a été la chanteuse emblématique de ce groupe-là, la Sonora Matancera, et sur plein de morceaux sur lesquels aujourd'hui on danse encore sur les pistes qui ont été repris. Idilio, que beaucoup de gens pensent être un morceau de Willie Colon, absolument pas un morceau de Willie Colon, c'est une reprise d'un standard cubain des années 50. Donc on a comme ça de temps en temps des retours de morceaux qui avaient été plus ou moins oubliés, qui sont repris, et aujourd'hui il y a un gros Cali Vapor l'a repris là dernièrement, une très 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 belle version, il y a plein de versions de ce morceau-là. Promène dans les rues de la Havane, tu peux pas faire 3 rues sans qu'il y ait des musiciens de rue qui jouent ce morceau-là aussi. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, justement, d'avoir chacun son approche différente par rapport à ça. Il y a juste un sujet tout à l'heure qu'on avait abordé, on n'a pas fini, c'était l'histoire de pourquoi les salles au Corazón Latino. Oui. Je me suis pas perdu. C'était du pur pragmatisme. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'aimerais, il y a le monde comme j'aimerais qu'il soit,
et il y a le monde tel qu'il est. Et à un moment donné, si je fais un événement, encore une fois, c'est pour le public, c'est pour que cet événement aussi là, il marche. Parce que s'il marche pas, s'il y a pas de public, tu peux pas le refaire. Voilà. Et donc, je suis tout à fait conscient de l'état du marché tel qu'il est, des fragmentations qu'il peut y avoir. Et ben du coup, je m'adapte. Je suis conscient qu'il faut qu'il y ait une salle. Dans ceux qui l'écouteront en podcast, il est en train de faire des guillemets. Porto, terme qui n'a pas grand-chose à voir avec Porto Rico, voilà. Et une salle effectivement cubaine, voilà, qui est plutôt la timba, dansée en casino. Et juste un point important là-dessus, c'est quand les gens me posent la question, la cubaine, Porto, machin, et toujours le premier truc que je leur dis, ça dépend. Tu me parles de quoi? Tu me parles de musique ou tu parles de danse? Parce que c'est deux choses qu'il faut absolument dissocier. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'exemple là, quand tu vas à New York ou à La Havane, les gens ils dansent comme ils savent danser, quelle que soit l'origine du morceau, ils se posent pas cette question-là. Et contrairement à ce que beaucoup de gens affirment malheureusement beaucoup trop, il y a la danse et il y a la musique. Et ce sont deux choses indépendantes. Alors effectivement, il y a des endroits où la très grande majorité danse de cette manière-là sur cette musique-là, okay. Mais il y a aucune règle en la matière. C'est écrit nulle part. C'est pas de la religion. On fait ce qu'on veut. Du coup, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place un événement. Mais ce qui est très important aussi là dans ce que tu as décrit, finalement, c'est avoir des connaissances, mais savoir les adapter en fait aussi au public. Oui. Si on reste sur le côté plus puriste, t'aurais pas appelé tes salles Ah oui, je leur donnais des noms de villes en l'occurrence. Bah là, je rentre clairement dans le cliché. Oui, mais enfin dans le cliché ou en tout cas le cliché et le pragmatisme qui va avec. C'est ça. Voilà. C'est répondre aussi à s'adapter en fait à la culture du moment, enfin ou à la connaissance générale. À l'ère du temps. Mais c'est ça en fait aussi, c'est trouver l'équilibre en fait entre ce qui est juste et ce qui va parler aux gens. Oui, parce que en fait derrière c'est que alors c'était pas forcément l'objectif premier, hein, bien que ça permet aussi de se faire rencontrer des gens qui se rencontreraient pas. Si tu permets pas à certaines personnes de se rencontrer, du coup elles se rencontreront peut-être jamais. Et il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Donc du coup, en faisant une salle spécifique ceci, une salle spécifique cela. Pareil pour la bachata ou la kizomba, ça marche moins bien parce qu'aujourd'hui il y a vraiment des événements qui sont vraiment égocentrés là-dessus. Et nous on n'a pas des salles de taille équivalente et donc du coup on fait aussi des choix artistiques et on place essentiellement sur la salsa. Font que aussi il y a des gens qui viennent pour un truc vraiment typique pour cette salle-là. Limite, ils vont jamais en bouger. Ils vont être tout le week-end dans cette salle-là. Mais il y a aussi des gens qui, à un moment donné, vont aller peut-être jeter un petit coup d'œil à côté. Voilà, tiens. Ah, mais tiens, finalement, ça, c'est pas si mal. Ah, mais ça me donne envie. Tiens. Et du coup, tu crées des envies, tu crées une émulsion. Permet aussi aux gens de faire d'autres choses et de pas rester juste dans ce qu'ils connaissent. Surtout. Et les choses, c'est un sortir de leur zone de confort aussi. Les choses, c'est un bon vecteur aussi pour ça, parce que ça permet en fait sur un temps donné, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, finalement de découvrir aussi d'autres danses quand justement on a du mal à changer de salle. Parfois, je trouve que c'est aussi des coups de cœur sur des artistes et des shows et qui vont pouvoir aussi donner envie. Ouais, mais après c'est pas forcément ce qui centre notre vision des shows, même si après oui, à partir du moment où on prend la décision de faire 4 salles avec 4 ambiances différentes, il faut aussi que les shows ils soient un minimum en adéquation avec ça quoi. Alors, on est de moins en moins on se sent de moins en moins prisonnier de ça. Au début, on essaie vraiment de respecter, d'avoir des shows de bachata, de ça, qui sont machin là. Aujourd'hui, on veut du spectacle. Voilà. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà quelques années. Oui. On est vraiment plus centré sur le spectacle. Le spectacle, et peu importe que ça rentre dans les cases ou pas dans les cases. Il faut vraiment du spectacle et que les gens en prennent plein la gueule. Voilà. Il faut qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux et que ce soit beau. Et donc, si à un moment donné, on découvre un show de contemporaine, pure contemporaine, qui nous parle et qu'on a envie de mettre dedans, on le met dedans. Sur la 2e édition, on avait bouclé avec un show de contemporaine. On avait fini le spectacle, on a fini la soirée de show avec un spectacle pure contemporaine sur une reprise brésilienne de Ne me quitte pas de Jacques Brel. Et ça a été une standing ovation absolue. Y repenser, j'en ai encore la chair de poule. Et donc oui, il faut prendre aussi, sortir des sentiers battus, prendre des risques. C'est une manière et pas se laisser enfermer. De marquer les esprits aussi et de se démarquer en fait. Et c'est ça aussi qui permet à un événement de durer. Alors pas que ça. Et je sais pas si c'est vraiment ça qui permet de durer parce qu'il y a des événements qui sont vraiment très centrés, refermés sur leur petit milieu. C'est rien de péjoratif, c'est une simple constatation et qui vivent très très bien depuis longtemps. Donc non, je sais pas si sûr que ça qui permet de vivre longtemps, mais en tout cas, ça dépend
la vision du monde aussi que tu peux avoir. Et moi, je suis pour, la liberté d'être, la liberté de s'exprimer. Et j'ai toujours refusé qu'on m'enferme dans un truc. Juste une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a un site qui tournait pas mal, qui s'appelait danse-bordeaux.com, qui aujourd'hui, les réseaux sociaux faisant, est un petit peu moins couru. À un moment donné, le fondateur du site a refait tout son site et dans lequel il a fait un listing de toutes les écoles de danse avec leur style, machin, blablabla. Donc c'était au sens large, hein, c'est pas juste la salsa, des cours de rock, tout ça. Du coup, il nous a intégrés dedans. Et du coup, je vais regarder et je vois República Latina, salsa, Porto. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé directement, je lui ai dit tu m'enlèves ça. Il me dit ah bon, mais pourquoi? J'ai dit non, on fait des cours qui sont essentiellement dirigés vers des débuts. Si dès le départ, tu commences, les gens ils ont même pas commencé et tu commences déjà à sectoriser, bah après faut pas s'étonner d'avoir le marché tel qu'il est. L'asso s'appelle República Latina, c'est pas pour rien. Il y a une histoire, c'est pareil, ça n'a pas été choisi au hasard. C'est pas parce que je veux être président de la République, hein. Rien à voir, même si concrètement je suis président de l'asso. C'est vraiment pour que c'était la vision bolivarienne latino-américaine, c'est-à-dire toute une Amérique latine ensemble, où il n'y a pas d'histoire de nations, de frontières. Voilà, l'idée, c'était déjà de réunir les gens. Force est de constater que c'est pas facile, que cette sectorisation, elle est toujours là, et elle est bien là, peut-être même plus que jamais. Mais, en tout cas, je pourrais pas dire que j'ai pas essayé. Et donc, pour le festival, oui, c'est une vision de liberté. J'ai pas envie de me laisser enfermer dans un truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si demain on a envie de faire autre chose, d'intégrer, il y a des choses que j'aimerais. Après, on ne peut pas tout faire. On n'a pas forcément l'espace aussi pour. Moi, j'aurais adoré intégrer une salle de tango argentin dans le festival. J'aurais vraiment adoré faire ça. Je suis vraiment pas un grand adepte de tango, mais je trouve que ça aurait eu de la gueule d'avoir une salle de tango là-dedans. On n'a pas l'espace pour, et je vais pas me mettre à construire une salle à côté. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Tu as commencé à en parler un petit peu, légèrement quand tu t'es présenté, mais j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui t'a accroché dans la salsa? Qu'est-ce qui t'a embarqué? Alors, c'est une bonne question parce que du coup, la première soirée, ça fait presque 30 ans. Alors, je trouve que cette soirée-là, je me rappelle très 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 bien. Autant, il y en a plein qui, je les appelais, mais celle-là, je me rappelle vraiment très bien. C'était un lieu qui s'appelait La Perla, qui était au niveau des Capucins à Bordeaux. Et c'était un truc un petit peu underground. De ces clubs qui fait rester ouvert jusqu'à très tard dans le matinée. Et je suis rentré là-dedans, je connaissais pas du tout. Et j'ai l'impression, clairement, de me retrouver dans la scène du film Dirty Dancing, là, quand ils arrivent avec les pastèques à l'entrée de leur soirée privée, là. Scène qui a juste rien à voir avec tout le reste du film, voilà. Oui, oui. Et j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans ce truc-là. Et il se trouve que le film a été sorti quelques années avant, le film doit avoir 2 ou 3 ans. Et j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans cette ambiance-là, festive, caliente mais respectueuse. Et je sais pas, ça m'a vraiment parlé, mais c'est pas pour ça que je suis vraiment rentré complètement dedans. C'est resté marqué là. Et je suis revenu que quelques années après. Mais ça a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Enfin, ça a rien à voir. C'est différent de ce que ça peut être aujourd'hui. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de latinos dans ce milieu. Aujourd'hui, force est de constater que les latinos sont pas très présents dans nos soirées. Ça, c'est un vrai questionnement d'ailleurs. Une question de beaucoup d'organisateurs, de profs, de DJ devraient se poser. Comment se fait-il que les latinos ne viennent pas ou plus dans nos soirées? Après, on peut dire que c'est comme ça et c'est ainsi et qu'il y a rien à y faire. Voilà. Mais ça a été une grande mutation à un moment donné. Parce que le milieu de la danse a évolué et que eux ont pas forcément adhéré à cette manière de pratiquer. Voilà, tout simplement. Mais c'est une vraie différence entre l'époque et aujourd'hui. Merci Joao. Mais avec plaisir. Merci il y a beaucoup. plein d'autres sujets qu'on aurait pu éventuellement aborder, mais sur le sens des mots. Tu veux rajouter quelque chose sur le sens des mots? T'as 1 heure de plus? En essayant très rapidement. Je parlais tout à l'heure de la sectorisation, le fait de, quand on vente, t'allais dans un disquaire et t'avais des cases. Encore aujourd'hui, on essaie toujours de classer les choses. Il y a des rayons. Et il y a des rayons pour ça. Et qu'à un moment donné, il y a des choses que, moi, je mets à la place des gars qui, à l'époque, étaient dans les rayons. Ils se disent, putain, mais ça, je vais le mettre où, en fait? Dans quelle case? Et arbitrairement, à un moment donné, tu le mets dans cette case-là. Et parce que tu l'as mis dans cette case-là, éventuellement, ça va créer une vague. Tu vois, l'effet papillon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as un petit truc et ce truc-là, il va être répété par d'autres gens. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé aujourd'hui à utiliser des termes comme cubaine ou porto, machin, milieu. On a un problème de base dans ce milieu qui est le terme salsa déjà. J'attrape juste un truc. Oui. J'ai rien préparé sauf un petit truc 5 minutes avant que t'arrives.
Alors juste quelques vinyles. Alors ça c'est une réédition qui date des années 70. Le morceau, la Guarida Guantanamera, a été composé en 1935. Et ça c'est une réédition qui date des années 70. Et du coup, derrière, quand tu retournes le disque, tu as les titres des chansons et le style. Une guajira, un boléro, encore un boléro, un guaguancó, et ainsi de suite. C'est vraiment des styles musicaux qui, eux, du coup, correspondent à une certaine définition de la composition musicale. Sont identifiables. Ah, ici, un disque de Joe Cuba, qui, celui-là, date de 1964, je crois. Et là, 1964, on a encore le genre musical qui vient s'appliquer à chacune des chansons. T'achetais ce disque-là, tu savais que ce morceau-là, le premier morceau, c'était un guaguancó, là, de l'autre côté, tu as une guajira, un son montuno, et ainsi de suite. Eddie Palmieri, jeune. Donc ça, c'est 1966, si je m'abuse. Pareil. Et là, on a encore le titre et le genre qui viennent derrière. Et au début des années 70, ça apparaît dans une grande maison de disques, la Fania, qui se met à vendre des disques, se met à racheter des labels déjà existants, et se retrouve avec une problématique, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à vendre des disques à des gens qui n'étaient pas forcément des initiés du genre musical. Et donc, il fallait leur expliquer qu'est-ce qu'on fait comme musique, qu'est-ce qu'on vend. Et quand tu prends là-dessus, va expliquer à un non-musicien, je parle même pas à un non-initié, aujourd'hui, prends n'importe quel danseur et demande-lui de te faire la différence entre une guaracha et un guaguancó. Commercialement parlant, c'était difficile. Impossible. C'était mission impossible. Donc, il fallait un terme qui, ça aurait pu être un autre, ils auraient pu choisir un autre nom, hein. Il se trouve qu'ils ont choisi salsa, pas parce que ça veut dire sauce, parce que ça aussi j'ai souvent entendu ça. Oui, parce que c'est un mélange non, c'est pas un mélange. Même si après il y a des gens qui font des mélanges, une guaracha ça reste une guaracha, un son montuno ça reste un son montuno, un son ça reste un son, et ainsi de suite. Et après il y a des gens qui vont intégrer des choses de jazz dedans, voilà, à New York beaucoup dans les années 70, l'influence jazz a été très forte. Ce qu'on appelle salsa, ça correspond à tout ça, quoi. Et donc à partir des années 70, donc là 1972, Willy Colon avec Hector Lavoe, et là on a le titre des chansons et on n'a plus le style. Parce que tout ça, les styles ont disparu, et donc tout ça c'est devenu de la salsa. Personne n'est capable de dire où commence, où s'arrête la salsa. Donc tu mets ce que tu veux. C'est une case fourre-tout où tu mets ce que tu veux, et quand tu mets trop ce que tu veux, mais en fait c'est difficile de se comprendre. Donc on a notre problème de base déjà là, c'est dire c'est quoi la salsa. Et donc ici on a un petit disque de Charlie Palmieri, donc le frère de Eddie Palmieri, son grand frère avec Ménic, et donc là 1977, pareil, plus rien. C'est hyper intéressant de voir cette évolution, ce changement en fait, qui s'est traduit en fait jusqu'aux pochettes. Jusqu'aux pochettes de disques, surtout aux pochettes de disques, et pas que la Fania, parce que du coup là ici c'est le label c'est Kotick, parce qu'il y avait pas que la Fania à New York, même si après ils ont racheté plein de labels et tout ça parce qu'ils avaient le pognon, mais il y avait plein d'autres labels qui eux ont été obligés de suivre la vague, enfin obligés. Ils y trouvaient aussi leur intérêt financier, parce que du coup les disques sont mis à se vendre très très fort. Et juste pour finir sur le choix de salsa, tous les genres musicaux ont une appellation courte. C'est sur 4 ou 5 lettres et facile à retenir, prononçable dans quasiment toutes les langues. Rock, funk, disco, ainsi de suite. À chaque fois, ce sont des mots courts. Et même quand tu te retrouves avec un genre musical qui est long, on en fait une abréviation. Ce qui est le contenu musical de la salsa était beaucoup trop compliqué pour marcher commercialement. D'où cette histoire de salsa. Et ces indices, en fait, qui restent de l'histoire sur les vinyles. Oui, et qui tournent toujours. J'ai appris plein de choses. Écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. On garde donc bien en tête que derrière tous ces festivals qui nous font passer des week-ends mémorables se cachent beaucoup d'organisations, des prises de risques, de beaux paris, mais surtout des équipes qui se donnent à fond. Mais que seraient ces festivals sans les DJ ? Justement, sur le prochain épisode, Julien, DJ69, viendra parler de son activité de DJ et surtout de comment il fait pour mettre le feu sur la piste de danse. En attendant, n'hésite pas à partager cet épisode et à rejoindre Mosaïque Salsa sur Instagram. À lundi prochain.